La motivation est la force qui nous pousse à relever les défis, à repousser nos limites et à persévérer dans l'adversité. Dans chaque sport collectif, elle se manifeste dans la passion partagée pour la victoire, dans le désir de se dépasser, pour l'équipe et dans la détermination à surmonter les obstacles ensemble. C'est notre engagement, notre énergie collective et notre esprit d'unité qui nous propulse vers le succès, car dans chaque match, nous voyons une opportunité de prouver notre valeur et notre détermination. C'est cette motivation intrinsèque qui définit notre façon d'être, notre esprit de compétition, notre volonté inébranlable de réussir, quel que soit le sport que nous pratiquons. Jason, générique. Bonsoir à toutes et à tous, Ball & Rise Community, pour la première de cet épisode du Ball & Rise Show. Je suis Julien Paco et je suis accompagné de mes comparses et compagnons de longue date, mes deux chroniqueurs phares, coach Alex Price et coach Moryan Koumbu. Comment ça va les gars? Ça va, on est là, c'est cool. C'est cool? Très cool. Prêt à en découdre? On est prêt. Toujours. Comme d'habitude? On est prêt comme d'habitude. Bon. Est-ce que vous pouvez vous présenter tous les deux pour ceux qui ne vous connaissent pas? Voilà. Okay. Pour nos auditeurs notamment. Ça marche. Donc, Alex Price. Donc, moi, je suis coach, préparateur physique. Je coach tout ce qui bouge. Donc, je fais les athlètes de haut niveau. On a fait des grands athlètes, tu sais déjà. Je fais même les petits. Je fais les entreprises. Et donc là, je suis en train de créer ma structure pour me développer avec les entreprises en ce moment. Magnifique. Voilà. Est-ce que tu as des réseaux sur lesquels on pourrait te suivre? Ok. Donc, mon réseau, c'est Alex Price, The Trainer. Voilà, donc c'est mon prénom, mon nom de famille et The Trainer. Voilà, et présent si vous avez besoin de conseils ou si vous avez besoin de motivation. Tu seras là, tu seras au rendez-vous. Exactement. Ça marche. Moryan? Bonsoir tout le monde. Bonsoir à toi. Bonsoir Manu. Bonsoir Julien. Alors moi c'est Moryan Koumbu, je suis préparateur mental pour les sportifs et coach consultant. Je suis spécialisé dans la gestion de carrière, en entreprise et dans la préparation mentale du sportif. Donc j'interviens sur plusieurs corps de métier, sur plusieurs volets, notamment plus précisément pour les sportifs de haut niveau, à l'échelle française et internationale. Très bien. Très bien, très bien. Alors, Ball & Rise Community, il est temps d'introduire notre invité pour le tout premier épisode du Ball & Rise Show. Jason? J'apporte le style qui fait danser Pionnier, en même temps. Il a marqué le rap français de son empreinte devenue indélébile tellement elle fit office de référence, voire de modèle pour toute une génération d'artistes. Mentor, tellement il a aidé, conseillé, guidé, éduqué, enseigné, appris, parfois bousculé, secoué, grondé, engueulé, mais surtout, et ça c'est un verbe qu'il affectionne particulièrement, motivé, sans relâche ni compromission aucune, ceux qui ont su un jour lui demander conseil et soutien. Compétiteur, cet état d'esprit qui lui tient tant à cœur car complètement ancré dans son identité propre, tout en ayant baigné dans des environnements propices à cette concurrence, que ce soit la musique, le basketball et aujourd'hui la culture, plus exactement la littérature, qui est l'une des principales raisons de sa présence ce soir avec nous. Optimiste, une démarche qu'il a accompagnée tout au long de sa vie et qu'il s'évertue de transmettre aux nouvelles générations aussi bien dans son métier d'entraîneur que celui d'écrivain. Ball & Rise Community, l'un des piliers du rap français. Entraîneur de basketball et écrivain, Manuel Coudray, a.k.a. Manuké. Aïe.
10 sur 10. Ah, Merci, Julien. nickel. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Pression enlevée. Voilà. Merci pour Nickel, l'introduction. Super. Comment ça va, Manu? Super, ça va. Content d'être là. Merci. Bonsoir à vous aussi. Bonsoir. Yes, bonsoir. Voilà. Vraiment très content de te recevoir. Mhm. On l'a fait. Ouais, enfin, Enfin. on y est. Voilà, on y est. Donc, écoute, sans plus attendre, on va enchaîner, on va rentrer dans le vif du sujet, Pas si de tu me souci. permets. Est-ce que tu peux nous faire un peu vent de ton actualité? D'abord, ton actualité basketball, Mhm. puis ton actualité littéraire, puisque c'est aussi pour ça, Mhm. et surtout pour ça que tu es venu ce Ouais, soir. exactement. Basketball, j'étais dans un club dans le Nord jusqu'au mois de novembre. Et distinction, voilà, je suis retourné en Île-de-France où j'habite. Et depuis le mois de novembre 2023, j'ai sorti un livre qui s'appelle Le meilleur pour tous aux éditions Mindset. D'accord. Voilà, qui parle un peu de ma reconversion entre le hip-hop et le basketball. Et voilà, je suis en pleine promo du livre et c'est pour ça que je suis ici également. Voilà, pour parler un peu de cette actualité. Génial, génial, génial. Alors, le thème de ce premier épisode sont les Jeux Olympiques. Mhm. Voilà, donc, écoute, on va un peu te questionner sur quelles sont tes impressions un peu sur un ensemble de sujets, pas polémiques, mais bon, voilà, un peu à caractère conversationnel, dirons-nous. Hein. Ouais. Voilà. Hein. Donc, Beaucoup écoute, de débats autour des JO. Hein. énormément de débats. Tous les jours. Sommes-nous prêts? Sommes-nous crédibles? Quelqu'un s'est fait voler un ordinateur dans le... Dans le métro? Oui, voilà, avec les... Oui, voilà. Donc. Alex, tu commences fort. Hein. Tous les jours, on entend. Tu commences fort. Hein. Bon. Écoute, Alex, toi qui souhaitais poser une question dans le cadre de ce que tu fais à Manu, peut-être justement autour du thème également, je te laisse. Après, il y a énormément de questions. Déjà, est-ce que... c'est quoi tes projets pour les JO? Est-ce que tu as pris des billets? Est-ce que tu vas y avoir du basket? Les JO, vu que je fais aussi partie d'une association, forcément je serai intervenant là-bas, à proximité ou autre, voilà. Donc il y a toujours cette domination à venir, à être intéressé par les JO parce que ça se passe en France et pas tous les jours ça se passe en France. Et c'est ce qui va illuminer un peu notre réseau et puis aussi en France, quoi, le sport en France. Voilà, c'est comme je dis, chaque moment est unique et ce moment-là, on doit le vivre et le partager à plusieurs, quoi. J'aime beaucoup ce que j'entends parce que moi, j'entends que des choses négatives sur les JO, alors que c'est l'événement le plus incroyable qu'il y a sur cette terre, qui réunit toutes les nations. Et quand tu parles des JO, je vois des étoiles, parce que tu es un amoureux du sport, c'est sûr. Exactement, ouais. Et ce sera ici, quoi. Ouais. Au bout de la rue. Chez nous. Ouais, c'est les Jeux Olympiques, c'est ce moment où on doit être, on doit unifier, on doit être porteur de plein de choses, de plein de valeurs. Voilà, forcément. C'est ce qui va être le vivre ensemble, ça doit se passer là. Et surtout en France, on n'a pas le droit de négliger les Jeux Olympiques. Ça s'est super bien passé au Japon il y a exactement 2 ans. 2 ans. Ouais. Donc pourquoi ça se passerait mal en France? Nous, on est une grande nation sportive, on doit le représenter. Et je pense que les JO va nous faire un plus grand bien, quoi. Voilà. On a surtout au handball les filles qui finissent championnes du monde, les garçons champions d'Europe. Voilà, il y a tout pour mettre en place et il y a une grande revanche à prendre aussi au basketball. Ouais. Clairement. Ouais. Celle-là, on l'attend. On l'attend. On la veut, on l'attend. Wemby va jouer. Ouais. En principe. Normalement. Je vois pas d'autres. Affaire à suivre. Voir avec Coach Collet. Voilà. que tu connais un peu, je sais, Manu. Manu, une question qui n'était pas prévue pour corroborer un peu ce qu'on vient de dire, tout ce dont on vient de parler. Est-ce que tu penses que les JO de Paris 2024 peuvent être le nouveau France 98? Totalement, parce que tu sais, il y a plein de choses qui vont être majeures, quoi. Les atouts sont vraiment attendus, tu vois. Et voilà, on parle surtout de la France. On connaît l'engouement de la France. Il s'est passé plein d'événements négatifs depuis une dizaine d'années. C'est pas un peu des trucs bizarres, tu vois. On est dans un climat un peu bizarre, mais je sens une atmosphère
On dit on est en retard, mais en fait on n'est pas en retard. C'est juste qu'on voit les constructions. Il y a plein de ragots à gauche, à droite, dans les médias, sur les réseaux sociaux. Mais on a déjà un beau gymnase qui est là à Porte de la Chapelle, qui est déjà prêt. Il y a plein de choses qui se mettent en place. Toi, même les Français, ils ont réussi au basket, ils ont réussi à être délogés. Ils devaient être là, je ne sais plus où ils vont être. En tout cas, ils vont être bien, quoi. Tout le monde va. Mais c'est un moment où, comme je disais, où on doit être ensemble. On doit vraiment sortir de tout aspect négatif, quoi. Il faut vraiment qu'on soit porteur des JO, et c'est pas seulement le sportif qui est en jeu, c'est aussi humainement, c'est quelque chose qui doit être fort, quoi. Est-ce que les Parisiens ont conscience de ce qui va se passer cet été? Est-ce qu'ils ont... Ça, c'est affaire à suivre, hein, les Parisiens. De toute façon, ils ont pas le choix, on doit être prêt. Hein. Ça, c'est sûr. On doit être prêt. La France doit être prête. J'ai l'impression que tout le monde se plaint de... Oui... je pourrais pas prendre le métro, je vais devoir être en télétravail. Ouais, on parle de trucs. Ouais, exactement. On peut faire allusion aussi avec les JO de Barcelone à l'époque. Oui. Ils avaient un peu reconstruit. Ils avaient un peu reconstruit la ville de Barcelone et tout le monde disait ils seront pas prêts, nanana. Et puis c'était monstrueux, quoi. Voilà. Donc même Londres. Ouais, Londres aussi. Moi, j'étais à Londres à l'époque et j'ai vu des quartiers se transformer en 4 mois. C'est incroyable. J'ai cru qu'il allait dire 1 heure. Non, c'est quelque chose qui va être bien émouvant à mon avis. Ouais. D'accord. En point de vue par rapport à la préparation mentale, je change un peu de sujet. D'un point de vue holistique, penses-tu que les athlètes français sont prêts mentalement? Parce que je sais aussi que toi, Manu, tu es aussi t'es écrivain, t'es coach, et t'es aussi préparateur mental aussi, comme moi. Penses-tu qu'ils sont prêts mentalement? Parce qu'on parle beaucoup justement de l'environnement, on ne parle pas vraiment des athlètes français. Ouais, on parle pas vraiment. Justement, ta question est bonne parce qu'il y a Teddy Riner qu'on a touché un mot il y a une semaine chez Moudo Dachour, là. Il parlait de l'importance de la préparation mentale chez un athlète et aussi surtout dans le monde associatif et professionnel. Il disait que ça touche de plus en plus de monde et il faut être prêt pour ça. Je pense que les gens, on n'a pas assez véhiculé cette image de l'importance de la préparation mentale, notamment en France, se préparer de façon vraiment d'être prêt pour les JO, quoi. Je pense que non, ça c'est... Et on doit être encore plus, on doit porter vraiment l'accent sur l'importance de la préparation mentale. Je pense, Teddy Riner, lui, disait que lui, ça fait 10 ans qu'il est dessus et c'est comme ça qu'il a gravi les échelons jusqu'à, même s'il se trompait, il remontait sur le ring et puis il dit qu'ils ont pas les athlètes et dans le monde associatif ou dans le monde de l'entreprise, les gens sont pas encore assez conscient de l'importance de la préparation mentale. C'est incroyable quand même, parce qu'en 2024, et quand tu regardes dans les pays anglo-saxons, comment ça fonctionne, et ça démarre et comment ça a changé en fait beaucoup d'athlètes et beaucoup de vie aussi en même temps. Et en France, là, on est en plein 2024, les Jeux Olympiques, c'est là, c'est dans quelques mois. Alors, on parle pas de ça. Il n'y a que Teddy Riner, on voit, qui a parlé de ça. Exactement. Et aujourd'hui, moi, ça m'interpelle. C'est pour ça aussi que j'aide les sportifs dans ce milieu-là. Tu as parlé du côté associatif. Est-ce que c'est pas là le problème? C'est que c'est ceux qui sont en charge travaillent dans des associatifs. C'est pas, il y a pas forcément la performance ou faut que je compare. Hein, je fais un peu le relatif avec les États-Unis ou autres où t'as des coachs qui sont payés, qui sont correctement. Enfin, ils ont ici en France, on est coach à mi-temps. Ouais. On a un job à côté, on a... Voilà. Et donc, est-ce que c'est ce côté-là qu'il faudrait peut-être investir dans des structures ou investir dans les personnes, en fait. On investit beaucoup dans les structures, mais pas forcément dans les personnes. Exactement. Donner une situation où tu as un travail, où c'est ton travail, tu prends ton temps, Comme des pôles, en fait. Voilà. Comme des pôles où ça consacré uniquement à la prépa mentale avec les personnes volontaires pour le faire. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Ouais. Parce que dans le milieu associatif, ça a été en déconstruction depuis une dizaine d'années. Là, ils essaient de remettre un peu en forme les milieux associatifs, tout ça. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment pas des personnes qui sont prêtes à être dévouées pour ce taf, là, s'occuper des gamins, tu vois. On voit de plus en plus de rixes qui arrivent
à l'école, les sorties d'école, dans les quartiers. Et ça devient très, très, très inquiétant. Voilà, donc je pense qu'au bout d'un moment, il va falloir vraiment mettre le doigt sur ce qui va pas dans le milieu associatif et comment les jeunes ils perçoivent ça, parce qu'il y a plus tellement la confiance. Comme je disais l'autre fois, à l'époque, nous, on allait dans ces milieux, dans les CMJC, dans ces associations pour jouer au ping-pong, pour parler, bavarder entre potes et tout, pour pas traîner dans les rues. Maintenant, on voit très peu de gamins qui rentrent dans ces mêmes MJC ou quoi. Ils rentrent plus là-dedans, quoi. Tu vois, nous, on est un peu, venez. Et à l'époque, on rentrait là-dedans, on disait, voilà, on veut partir en Espagne, on organisait entre nous ces voyages, et puis après, on se débrouillait pour partir. Mais maintenant, c'est très, très compliqué, hein, franchement, de les attirer vers les MJC, les centres sociaux. Les gamins, ils sont mieux dehors, devant les halls, assis sur un banc, au lieu de rentrer dedans. Et pour toi, ce serait quoi la recette comme tu dis, c'est d'investir sur des personnes vraiment spécifiques et créer des pôles. Voilà, le pôle entre, par exemple, on pourrait coller un pôle prépa mental, créer un pôle, par exemple, intergénérationnel, où les petits rencontrent les anciens pour un peu leur inculquer des valeurs, créer un autre pôle qui serait plus consacré sur la recherche du travail, voilà. Tout ça, c'est des choses qui doivent être construites au fur et à mesure. Est-ce que tu penses qu'on a loupé quelque chose, nous, en termes de transmission? Je vois les jeunes, en fait, ils prennent des informations directement sur YouTube et autres. Et notre génération, j'ai l'impression qu'on a loupé quelque chose, on transmet moins peut-être que... Est-ce qu'on... C'est quelque chose je sais pas si c'est à dont cause tu parlais. On transmet moins parce que tout va trop vite aujourd'hui. Il y a les réseaux sociaux. Après, le monde aussi a changé. Le monde a changé. Exactement. C'est pas la même époque. C'est pas la même époque. On a très bien vu que au Covid, pendant le Covid, on a très bien vu que tout le monde est selfish, quoi. Tout le monde est sur lui. Ouais, t'as fait ton vaccin. Ah ouais, moi, t'es sorti. Ah ouais, moi, je suis sorti le premier. Et toi, tout le monde se débrouillait un peu. Chacun était personnel, quoi, tu vois. Et puis, je pense que depuis qu'il y a les réseaux, j'en discutais l'autre fois avec un ami. Il se disait que aujourd'hui c'est tellement facile d'être riche par les réseaux et tellement facile d'être pauvre aussi. L'heure d'Internet. Donc voilà, ces deux facettes, c'est très 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 dangereux. Il disait que nous on avait des valeurs à l'époque, c'était nos parents, nos grands frères, voilà. Et maintenant il y a plein de modèles, donc les gamins s'identifient à Cristiano, à l'autre, mais ils savent pas en fait tous ces athlètes de haut niveau, tout le travail qu'ils font pour arriver à ces performances, tu vois. Ils savent pas qu'il y a un travail qui est mis là-dedans, des valeurs, des choses. Ils voient à la télé. Mbappé faire des buts, ils veulent tous. Il y a même des problèmes sur les éducateurs au foot, quoi. Tous les parents, ils veulent que leurs gamins deviennent. Et dès que les gamins sont sur le banc, ils vont voir l'éducateur. Comment ça, mon gamin il joue pas là? Il y a plein de ça. Ça va dans tous voilà, les sens. donc ils savent pas qu'il y a un travail qui est crucial. En amont, tout à fait. Je pense que c'est ce que tu dis. Je pense que c'est ce qui manque aussi. Ce travail-là, et la génération d'aujourd'hui sont plus basés sur le visuel. Sur le visuel, le virtuel. Exactement. Aller vite, sans savoir quels sont les efforts, les sacrifices qu'il faut faire pour en arriver là, en fait. L'athlète, je te prends un exemple, l'athlète Usain Bolt, pour battre son record 0,9 secondes, il a travaillé 4 ans pour battre ce record-là. Tu vois, et ça, c'est des signaux qui disent que le mec, pendant 4 ans, il était là à se buter, à se tromper, recommencer jusqu'au point final. Pendant 4 ans, il a bossé pour y arriver, quoi. Je sais pas si t'as vu son documentaire. Aussi. Il vomit, il repart. C'est quelque chose. Tu peux prendre plein d'exemples. Et le monument de tout ça, c'est surtout Kobe Bryant, quoi. Le monument de tout ça, c'est que lui, tu sais, quand il arrive dans la ligue, il fait un petit 2 mètres. Il n'est pas spécialement plus vif que les autres. Il n'est pas spécialement plus adroit que n'importe quel joueur. Il n'a pas un dribble exceptionnel. Et il a travaillé au fur et à mesure, tu vois. Et en se calquant sur Michael Jordan. Et il a travaillé. Et puis, à force des choses, il a travaillé sur ses skills. Après, il sautait plus haut, il allait plus vite, il était plus adroit. Et malheureusement, il est décédé à l'âge de 40 ans, mais c'est quelqu'un qui est exceptionnel, Kobe Bryant. Voilà. Et qui laisse un héritage incroyable. Une inspiration. J'en profite qu'on parle de légende. J'avais une question. Parce que donc là, tu excelles dans 3 disciplines. Donc, la musique, forcément. Le basket. Parce que quand même, t'es arrivé quand même à un niveau de coaching qui est très respectable. La préparation mentale, oublié. La préparation mentale aussi. Et j'aime juste me concentrer sur le basket, la musique
et donc l'écriture, littérature. Je voulais savoir sur ces 3 domaines, quelles étaient tes sources d'inspiration, quels étaient tes GOAT. On va dire sur le coaching, je fais beaucoup référence à Phil Jackson. Okay. Pourquoi Phil Jackson? Parce que c'est quelqu'un qui a tout simplement 11 bagues et souvent il a changé d'équipe, il est capable de gagner avec des personnalités différentes. Donc ça c'est souvent forte aussi. Voilà, souvent forte avec des gens qui ont des caractères assez forts et puis souvent il change d'équipe mais il est toujours vainqueur. Donc tu dis comment il fait le mec, c'est tout simplement parce qu'il a la recette, il sait comment aborder les saisons, il sait comment gagner tout simplement, aller chercher des trophées. Et j'aime bien aussi Onesta, même si ça n'a rien à voir avec le basket, mais on prend dans le global du sport collectif. Claude Onesta, c'est quelqu'un qui a su emmener les trophées. Surtout, il a enchaîné son parcours d'entraîneur après quelqu'un qui avait eu beaucoup de succès. Donc ça aussi, c'est quelque chose. Il faut le faire. Et après, moi, j'aimais à l'époque aussi Mourinho. C'était un tacticien exceptionnel. Leur père, il a peut-être dépassé les limites, mais Mourinho t'inculquait pas mal de choses. Quand j'ai lu son bouquin, il disait que il allait souvent voir les matchs de hand pour voir un peu. Souvent au hand, on fait sortir 2 joueurs, 3 joueurs, et il regarde un peu comment l'équipe se démerdait tactiquement quand ils avaient des moins de joueurs. Et ça lui mettait plein d'informations pour le foot. Donc quand ils étaient en infériorité. En infériorité, comment ils s'organisaient. Comment ils s'organisaient. Ils venaient souvent derrière le banc des entraîneurs et il écoutait, il prenait des notes et personne ne savait. Wow. Et c'est quelqu'un qui s'adapte vite quand il va dans un championnat. Apparemment, il apprend la langue en 5 mois. Il parle italien, espagnol, anglais. Toi, c'est quelqu'un, vraiment, il est un peu fou dans sa tête, mais ces hommes te donnent une certaine puissance et d'apprendre tout le temps. Et après, le cerveau doit tout le temps se cultiver. Je pourrais te citer pas mal de mecs. Zidane aussi, c'est quelqu'un qui... On n'en parle pas beaucoup. Zidane n'en parle pas beaucoup. C'est pas quelqu'un qui est fort tacticien. Lui, il dit... il connaît le ballon. À la base, on lui a dit non, tiens ton diplôme. Il lui a dit non, moi je veux passer mon diplôme comme tout le monde. Moi je veux apprendre comment on fait les choses et tout. Et Zidane c'est quelqu'un c'est un meneur d'hommes en fait. Quand t'as Zidane, tu peux pas dire non, j'ai pas envie de courir. C'est quelqu'un, c'est un monument quoi, tu vois. Et c'est quelqu'un qui amène les hommes avec lui. 4 Ligues des Champions, 3 championnats en Espagne. Il y a plein d'entraîneurs comme ça qui te fascinent un peu quoi. Clairement. Dans l'inspiration. Inspiration, même comment ça s'appelle, Didier Deschamps. Quoi qu'on dise, hein. Quoi qu'on dise, Ligue 2. Très décrié, Ligue 2 en Italie, il remonte, Monaco, finale, il revient, joueur, champion du monde, il revient, équipe de France, champion du monde, finaliste. Après, il a eu aussi des batailles à faire. L'affaire Benzema, ça lui a un peu tapé sur les doigts. Il faut qu'il prenne à partie, le remettre, pas le remettre. C'est le métier d'entraîneur, quoi. Toujours se remettre en question, quoi. T'as des cas comme ça, des fois où... les cas difficiles, les cas difficiles, c'est quand tu fais... il faut, comme on dit, il faut savoir choisir son poison, quoi. Quand tu fais un recrutement, il faut vraiment prendre le temps d'analyser la personne. Souvent, les gens, tu les as en face de toi et après, ils changent. Ils changent au fur et à mesure. C'est pas ce qu'on avait dit dans le bureau. Voilà. Et j'ai appris face à ça. Maintenant, je saurai un peu comment inculquer mes valeurs et que le mec reste droit, quoi. Quitte à prendre un mec lambda un peu plus faible, mais au moins le mec tu l'auras toute la saison et il va se battre pour toi, quoi. Il n'y a pas que les skills en fait. Pas que les skills, il n'y a pas que l'élégance et le talent. Il y a souvent ce qui marche, c'est souvent comme on dit le travail, c'est indéniable, c'est ce qui marche avant. Le groupe, Le groupe, c'est le groupe et rien d'autre, quoi. Moi ça me fait penser à Doc Rivers où il avait aussi des grosses personnalités. Et je sais pas si vous avez vu sur Netflix, il y a un documentaire. Les règles des coachs du basket. J'ai vu ça. Il est pas mal. Il dit qu'il croise une dame qui fait le ménage et qui lui dit ton équipe là c'est bien, mais si tu veux gagner, il faut que ce soit Ubuntu. Il connaissait pas Ubuntu. Il rentre chez lui, il commence à étudier la philosophie Ubuntu. Il passe une nuit blanche. Il dit c'est ça. C'est ça qui va nous faire gagner. Et donc il prend les rookies, il leur dit bon, vous nous faites un reportage sur un résumé de Ubuntu et vous revenez. Boum. Il commence à faire un résumé incroyable sur Ubuntu, sur l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé en Afrique du Sud, comment ils ont réussi à avoir la paix, l'apartheid, etc. Et à ce moment-là, le groupe était réuni, ils ont tous mis la main, leur cri de guerre c'était Ubuntu. Et
ils ont resté dans ce principe-là. Si tu brilles, je brille, faut qu'on brille ensemble. Voilà, et ça... Ouais, l'unité. Ça donne une dynamique incroyable après, ouais. par la suite. Ouais. Donc le groupe, c'est ça qui fait gagner. C'est vrai que les coachs, c'est justement leur talent de réunir. Ouais, d'unifier l'équipe. Ouais. Donc là, on a vu les coachs. Maintenant, en musique. En musique, ouais, c'est les GOAT en musique, ça reste quand même Quincy Jones. Nas. Moi, je sais, moi. Ça reste Mobb Deep, Q-Tip, toute la Native Tongue, la génération 80, 93, 94, toute cette Native Tongue qui a emmené vraiment ce rythme. On va pas oublier aussi tout ce qui a été soul music, la Motown, tu vois, tout ce qui a été construit de la Motown, et aussi ce natif du jazz qui a vraiment eu une importance dans ce milieu musical et dans le rhythm and blues américain, qui est quand même très important. Mais Quincy est vraiment le détonateur de quelque chose. C'est quand même celui qui a fait Off the World et Thriller, les deux plus grands albums plus vendus au monde de Michael Jackson, tu vois, qui a amené un nouveau rythme, une nouvelle façon d'insuffler la musique, et surtout tout le monde pouvait danser dessus. Tu vois, les mamans, les vieilles, les grands, les petits, les frères. Intergénérationnel. Et ça, il a insufflé un nouveau rythme, une nouvelle comédie, une nouvelle funky music, tu vois. Et Quincy est toujours là, 90 ballets, 2 opérations du cerveau. Le mec, il est toujours là à faire des conférences des fois, propulser sa musique. Et puis voilà, après Michael Jackson, il a suivi notre voie. Il était vers des Teddy Riley, tout ça, qui sont aussi des monuments de la musique, hein, mais c'est plus du R&B, tout ça. Et voilà, c'est toutes ces personnalités, c'est eux qui ont enrichi la musique d'aujourd'hui, et c'est pour ça que aujourd'hui le rap et tout ça, et c'est populaire, quoi. Africa Bambaataa, je t'en parle même pas, et consorts, quoi. Yes. Et justement, par rapport aux Jeux Olympiques aussi, il y a le hip-hop qui rentre dans exactement, dans une discipline importante. Ouais. Qu'est-ce que tu penses que ça va apporter justement Le breakdance, le breakdance. Tout ce qui réunit la popularité, les grands ensembles, toute cette façon en harmonie de bouger, d'apprendre des chorégraphies. Voilà, c'est cet art qui vient de la rue, qui va être représenté aux Jeux Olympiques. C'est super important, quoi. Tu vois. Et cet art qui vient dans les années fin des années 60 du Bronx, qui a été cultivé en même temps que la musique, comme l'art du graffiti. Voilà, aujourd'hui les Jeux Olympiques, 60 ans après, ils se retrouvent aux Jeux Olympiques. Ça, c'est formidable. C'est incroyable. Ouais, j'ai jamais vu, franchement. Après, je pourrais pas donner ma parole sur l'histoire du diplôme d'État qui va le mettre. J'allais t'en parler. Là-dessus, ça me démangeait. J'attends vraiment de connaître bien le truc. Les aboutissants parce que il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. L'autre fois, je suivais un débat sur Insta en live, et le mec il disait pourquoi t'as été t'asseoir devant le ministère aussi? Pourquoi tu... Je dis parce que le ministère, tout simplement, parce qu'il propose une couverture sociale, si jamais t'as le diplôme d'État. Il te propose un diplôme comme quoi tu peux exercer. Il te propose des écoles aussi. Mais attention, les mecs, cet art, elle vient de la rue à la base, tu vois. Et les gens, ils veulent pas lâcher ça. C'est ça le problème. Et le problème, c'est, j'ai pas mis la main dessus, mais encore les gens devraient plus en plus se renseigner, parce que les gens ont un droit en France, c'est de monter leur propre centre de formation et se faire un DE eux-mêmes. Tu vois ce que je veux dire? Qui sera validé par le ministère, bien entendu. Mais ils ont le droit d'ouvrir un centre de formation avec des personnes qui sont hautement qualifiées, tu vois. Et ils ont le droit d'ouvrir leur propre centre de formation. Un DE, pour ceux qui ne savent pas. Ouais. Un DE, diplôme d'État, quoi. Voilà. Et ce qui me gêne, c'est sur quelle référence ils vont donner ce DE, en fait. Sur des mecs qui dansent depuis une trentaine d'années. Tu vois. Sur quelle référence ils vont donner ce DE? Sur la musique, sur le pas, tu sais pas faire ci, ça. Mais les mecs, ça fait 30 ans qu'ils donnent des cours, les mecs. Donc je sais pas, c'est pour ça que j'ai aucune, je peux pas dire c'est bien, c'est pas bien, parce que j'ai pas encore les tenants et les aboutissants. T'as pu proposer quelques, on va dire, quelques tips? Non, même pas. Par rapport à la culture hip-hop, non, rien. Non, du tout. Non, même pas. Je sais que là, en ce moment, il y a quelqu'un qui tourne dans la France pour proposer des hymnes dans les quartiers, qui tournent dans les quartiers FIF de Bouscapé. Il tourne autour de la France pour
faire un concours il propose aux gens de faire des hymnes et après il va choisir la meilleure hymne qui sera représentée du hip-hop pour les Jeux Olympiques. Non, voilà, c'est tout ce que je sais pour l'instant. Ouais. D'accord. Donc on compte sur toi ou pas? Non, je pense pas. C'est un truc qui se travaille. Souvent, c'est un truc qui vient comme ça. Vous avez bien vu l'hymne, la Coupe d'Afrique. C'est un truc qui avait rien à voir. Ils ont plein, mais voilà. D'ailleurs, qui va représenter le hip-hop pour les Jeux Olympiques? Alors là, aucune idée. Je pense qu'il y aura Aya. Aya Kamura, ça c'est sûr, parce que c'est celle qui vend le plus au monde et qui est streamée le plus au monde et voilà, que les enfants, tout le monde aime bien. Et ça crée des polémiques. Voilà. Et sûrement le maître à lunettes, Maître Gims. Possible, hein. Ouais, je dis les mecs qui vendent le plus, quoi. Après, voilà, quoi. Ouais, le reste, je sais pas du tout. Ok. Moi, j'avais une question, Manu. On va parler un peu équipe de France. Ouais. Mettre un peu les basket, mains dans la main dans le cambouis. Hein. Ouais. Comme tu sais, on a eu récemment la fenêtre pré-olympique contre la Bosnie et la Croatie notamment, avec des retours notables en équipe de France, comme par exemple Andrew, que tu connais, Albici, qui avait notamment été parmi les cadres de la précédente campagne olympique. Fort d'une saison très solide avec son équipe de Gran Canaria. Qui a gagné aussi la Coupe del Grande. Exactement. Des grandes oreilles, je sais plus comment on dit. Moi qui vais te traduire, mon espagnol est un peu bizarre. Coach Collet a décidé de le récupérer, quoi. Le récupérer, de le reconvoquer et lui donner le capitanat. Ce qui n'est pas une moindre chose. Du coup, c'est pas rien. Tu penses que ça peut amener une dynamique particulière pour le groupe ou pas? Ouais, forcément, parce que après la Bérizena qu'on a fait dernièrement, je pense que ils ont vu aussi les erreurs, quoi, parce que on peut pas se passer d'Andrew Albici qui joue maintenant depuis 4 ans en Europe et qui a un gros statut en équipe de France, qui a une assise, qui a une certaine façon, on ne demande pas spécialement à Andrew de marquer des points. Une maturité dans le jeu. Ouais, de marquer 40, 50 points, mais on demande à Andrew de distribuer, de gérer le timing et surtout de porter sa parole de joueur cadre, en fait. Et ça, c'est indéniable que Andrew doit faire partie de ce collectif et surtout du 5 majeur. Clairement. Ouais, d'accord. Qu'est-ce que vous en pensez, les autres? Moi, je pense que c'est... Alex, Moryan? Moi, je pense que c'est une bonne décision qu'il a prise, Vincent Collet, parce qu'il faut quand même des cadres. Ça manque des anciens. Et je pense qu'en termes d'expérience, il va ramener son expertise. On a des jeunes très talentueux. La nouvelle génération est très talentueuse. On sait que... elle a besoin d'encadrement. Voilà, c'est ça. Forcément. Après, on va voir comment va se faire la nouvelle synergie de l'équipe. Exactement. Comment il va construire les choses, mais il y a une belle génération. Hein. Très belle. Victor, avec Bilal. Bilal, dont tu t'es occupé. Oui. Voilà. Et je pense qu'il va jouer. Franchement, je pense qu'il a sa place. J'espère qu'il va pouvoir faire les Jeux Olympiques, mais il est encore jeune. Et je sais qu'en France, on est beaucoup sur... il a le temps. Et tout. Alors que non. Comme dit Mbappé, on parle pas d'âge. On est prêt, on joue, quoi. On est prêt, on joue. Et aujourd'hui, ce qu'il est en train de fournir en NBA à Washington, je pense qu'il a toutes ses chances d'y être dans le groupe. Clairement, on n'en parle pas assez. Mais Bilal, comme on dit dans le jargon basket, son two-way style, là, c'est quelque chose forcément qui va l'amener très haut. Hein. Je sais pas ce que t'en penses, Manu. Il a franchement encore une grande marge de progression. C'est un gamin qui vient du 19e, qui est arrivé comme personne n'est arrivé au basket. Et franchement, je félicite ce gamin parce que voilà, il tient la route, il est capable de faire des gros scores et puis on voit tout de suite que c'est quelqu'un qui a la tête bien faite. Et puis je pense qu'il va réussir, quoi. Il a que 19 ans, quoi, le gamin. 19 ans, ouais. Et je pense que quelqu'un, il va réussir, quoi, parce qu'il a tout pour le faire, quoi. Il a la taille, il a la dynamique, voilà, il doit développer pas mal de choses encore, mais il est prêt. Franchement, il est prêt. Une excellente mentalité, ça, il faut le rappeler. Exactement. Vraiment.
Il y a un bon cadre familial qui aussi compte. C'est important. Compte, ouais. C'est très très important à l'heure d'aujourd'hui dans le milieu du sport, surtout en NBA où on sait que l'argent est... C'est sport business, quoi. Ouais, sport business, et puis il faut pas se tromper là-dessus, quoi. C'est clair. Toi qui l'as un peu eu, Moryan, du coup, en préparation mentale, est-ce que tu peux nous dire un peu ce qu'il en est de ça? Moi, je suis pas surpris. Ouais. Je suis pas surpris parce que... Ça démarche. Déjà, dans mon métier, mon expertise, j'ai une part de vision, en fait, dans le sens où je voyais déjà qu'il avait un énorme potentiel, qu'il avait la tête sur les épaules. Et en l'accompagnant dans les séances, dans le processus qu'on a eu ensemble, il a toujours été... en tout cas, j'ai vu directement le potentiel qu'il avait. Et je dis pas ça parce qu'il est en NBA, mais je l'avais déjà dit à l'époque avec Philippe Sudre. Tu l'avais déjà, t'avais déjà identifié. Et tout. Surtout, excuse-moi, surtout l'encadrement. Toi, avec qui il était dans l'équipe. T'as Wemby, t'as Collet, t'as Konaté. Mais moi je parle vraiment à l'époque quand il était espoir. Ah, d'accord. Je parle pas quand il était déjà avec le groupe professionnel. D'accord. Parce que quand il était espoir, pour moi, c'est là que tout a commencé. Ben, bien évidemment. Dans le sens où il avait une marge de progression. J'avais dit déjà à Philippe Sudre, quand j'ai pu le dire, que il va énormément progresser, tu vas voir, regarde, je te laisse 3-4 mois. Il me dit, mais non, tu vois, en France, on est un peu sceptique avec la préparation mentale. Oh, mais non, en plus, c'est pas assez démocratique la préparation mentale. Donc, quand tu dis que il va éclater, tu vas voir dans quelques mois, les personnes ne te prennent pas au sérieux. Au final, tu vois, on va dire de mois en mois, de semaine en semaine, il commence à prendre la place de certains cadres majeurs et ensuite d'être dans le 5 majeur. Je commence à te poser des questions et là, je l'avais bien dit à Philippe, Bilal, je ne dénigre pas tous ceux que j'ai accompagnés parce qu'il y avait énormément de potentiel dans ce groupe-là, mais il avait, pour moi, un potentiel illimité en fait. C'est une éponge, il absorbe, il comprend vite et il sait s'insérer dans un collectif et c'est ça qui est fort dans une équipe. C'est fondamental ça. Et il est très humble. Et quelqu'un qui vraiment limite il fait pas un bruit quoi. Il va déranger personne. Mais il est là. Il faut pas longtemps pour le voir. Hein. Quand tu le vois à la cérémonie avec ses parents, sa famille en NBA là, à la cérémonie où ils vont monter pour choisir les teams, tu le vois, tu vois que le mec il a faut pas 10 000 ans pour le voir quoi. Tu vois que le mec il est prêt, il assume son rôle de gamin qui va aller en NBA quoi. Sa maman est là, sa sœur est là, son papa et tout, c'est extraordinaire. Force tranquille et très, très serein. Pour son âge, j'étais vraiment épaté. C'est impressionnant. Et après, comme je te dis, quand il est rentré dans le groupe pro, le mec il est super bien entouré quoi. Sacha Gifa, Vincent Collet, Laou Konaté, Wemby, tout ce monde-là, ils l'ont bien. Ah non mais ça a bien formé un bon boule justement. Bien sûr. Avec Vincent Collet, et je pense que c'est un pari gagnant et je pense que personne ne ils étaient très exposés cette année-là. Hein. Aussi. Le Paris 2002, c'est quoi? C'est 2002-2023 du coup. Les Américains ont commencé à regarder la pro. Avec la NBA app, etc. Ils n'ont pas fini de regarder. Hein. Ça arrive. C'est que le début. En tout cas, un bon travail. Ouais. Est-ce que tu avais une autre question, Alex dont tu... Ouais, j'avais une petite question par rapport à... Dont tu m'avais parlé... Ah, t'avais bien aimé? Ouais. Donc c'était par rapport à ton livre, bien sûr. Enfin, par rapport à ton expertise d'écrivain. Moi, à partir du moment où je suis en face de quelqu'un qui a écrit un livre... Ouais. Respect. Merci. Franchement, pour moi, c'est... c'est pas facile. Parce que tu livres beaucoup de toi, Après, ça dépend du style du livre. Si c'est autobiographique, bien sûr. Du travail, t'as mis combien de temps pour l'écrire? C'est même pas une histoire de mettre du temps. Toi, les liens secrets, j'ai mis 3 ans. Comme j'ai regardé beaucoup de documentaires, tout ça, il y en a qui ont mis 10, 15 ans pour écrire des livres, pour écrire un seul livre. Ouais. Ça dépend le contenu, ça dépend la cadence, qu'est-ce que tu recherches. Okay. Les liens sacrés, j'ai mis 3 ans parce qu'il fallait beaucoup d'archives, poser des questions à des gens pour essayer de se tromper du moins possible, et notamment, et la mémoire, elle est pas d'aujourd'hui, elle date de 25 ans, tu vois, revenir en arrière. Et notamment, je me suis trompé dans des trucs, mais j'étais pas, voilà. Et l'autre a été un peu plus vite parce que je savais la trajectoire, comment j'allais l'enchaîner, quoi. Je faisais des allers-retours à Cergy, 1h30 de train, retour 1h30 de train. Donc j'avais le temps d'écrire
à travers soit des mémos vocaux, avec le portable. Ça a été un peu plus vite, mais le processus n'a jamais de temps en fait, tu vois. Okay. Ça peut mettre 2, 3, 4 jusqu'à 10 ans quoi. T'attends l'inspiration. Et... Ouais, voilà. Ça t'a mis combien de temps pour écrire ton livre? Le deuxième, 1 an et demi, et les liens sacrés 3 ans. D'accord. Okay. Et c'est quoi, tu te mets devant un PC, tu t'écris avec une... ça m'est arrivé de pas avoir de portable et de capter un truc et j'ai un stylo là et je l'écris soit sur ma main, tu vois, soit sur un truc. Il y a toujours une information qui devient comme ça. Putain, et je vais partir de ça. Et souvent c'est le téléphone, des mémos vocaux, table, le transfert par mail. Souvent, c'est très rare le cahier maintenant. Je le faisais à l'époque, il y a une dizaine d'années. Quand il y a des portables, tu n'es pas sûr, tu le perds, ça bug. Il y avait toujours mon cahier. Le cahier, c'est de toute façon, le cahier, pour les anciens, c'est la sûreté. C'est clair. Même les anciens coachs... là où tu grattes. Ouais, les Vincent Collet, je pense qu'ils ont encore des cahiers avec des terrains dessus, tout ça. Très peu d'ordinateurs, tu vois. Les cahiers, c'est la valeur sûre, tu vois. Cahier, bam, t'es la valeur sûre. Boom. Et maintenant, on est confectionné là-dessus, là. Ça va un petit peu plus vite, tu rectifies, il y a tous des applications qui peuvent te faire tracer. Mais voilà, peu importe, un stylo ou peu importe. Ouais. Et la musique, ça t'a aidé justement, le fait d'avoir une carrière musicale derrière toi? Ouais, bien sûr. Parce que c'était ça, H24, c'était l'écriture, quoi. Ouais. C'était la recherche des mots, la recherche des syllabes, de pas répéter la même chose sur des couplets différents. Éviter la récurrence. Ouais, voilà. C'était vraiment un facteur solide pour développer après mon écriture, la suite, quoi. Yes. Et j'ai vu, dans l'actu, là, apparemment, il y a un écrivain qui a eu l'équivalent du prix concours au Japon. Et qui a avoué utiliser 5% de son livre elle a utilisé l'IA. Est-ce que toi, quelle est ta position là-dessus par rapport à l'IA? Est-ce que c'est tricher? C'est l'équivalent du dopage? Est-ce que c'est de se servir de moins de son intelligence, de son cerveau en fait, je pense. Ouais, c'est pas tricher, mais c'est comme on disait, réseaux sociaux. C'est réseaux sociaux, ces trucs, c'est une façon d'aller plus vite, quoi. Le mec, il veut pas se prendre la tête, il va plus vite. Mais moi, je préfère utiliser le cerveau parce que le cerveau, ça va être l'écriture d'un bouquin. Quand t'es dans le coaching, t'es là, t'es tête levée, il se passe une situation, c'est ton cerveau qui va dire bon, il faut que je fasse un changement à ce moment-là. Il y aura pas à ce moment-là, il y aura pas d'application, il y aura rien du tout. Je pense que le cerveau est la base du truc, quoi. C'est le cerveau qu'il faut faire utiliser. Mais comme je te disais, le cerveau c'est la science de tout, tu vois. J'ai un ami qui est devenu pilote d'avion. Qui avait cette vocation de devenir pilote. Lui, il a fait des études pendant 48 mois, et son cerveau, il a fait marcher matin, midi et soir, tu vois. Alors que, voilà, il m'a dit que ça vient avec le cerveau, il l'a entraîné, et après, il a réussi. Aujourd'hui, il est pilote, il conduit des jets privés, tout ça, alors que lui, c'était juste un financier, il travaillait dans les banques, quoi, tu vois. Par contre, il avait toujours ce truc, j'aimerais bien voler. Et puis après, il s'est inscrit dans une formation diplômante aux États-Unis. Okay. Et puis il a fait travailler son cerveau, matin, midi, soir, avec vraiment, bien sûr, il était cadré et voilà, il n'a pas utilisé l'IA, des trucs. Voilà, c'est le cerveau et quand tu arrives en face du truc, c'est ton cerveau qui va juger. Hein. Est-ce que c'est dangereux l'IA? C'est dangereux pour certains. Il y en a qui s'en servent pour aller plus vite. Il doit y avoir des directeurs aussi qui bénéficient de ça un peu plus rapidement. Mais ça reste quand même pour la jeunesse qui doit quand même se servir de plein d'atouts. C'est compliqué. Moi. Est-ce qu'on aurait fait nos devoirs à l'époque si on avait eu l'IA? Très bonne question. Je ne faisais pas à l'époque, mais là, avec ça, fou. Ouais. Il y en a qui, comme il dit, il y en a qui écrivent des mémoires, des bouquins, voilà, c'est chaud, hein. Imagine-toi, c'est là, on est en 2024. Imagine-toi, dans 10 ans, qu'est-ce que ça va être, hein. Ça va être n'importe quoi. Parce que ça arrive vite, hein. Je l'ai pas vu venir. Hein. Ça. Et encore, moi, j'ai pas fait le Japon. Je sais pas si vous avez voyagé au Japon. Non, jamais été. Ce qui paraît là-bas, c'est, ils sont déjà. Oh non, mais rien que dans les documentaires. C'est le futur. Tu vois que les portables, tout ça, ça va très, très vite. C'est incroyable. Tu vois. Moi, j'étais à Séoul en 2015. Ok. Ils avaient déjà l'appli où tu y passais c'est la première fois que je voyais ça.
des étudiants, ils passaient à la caisse avec leur portable, tu vois, ils avaient déjà le truc. Ah, ok. Et il n'y avait pas ça en France. Qu'est-ce qu'ils font Après, ils avaient leur paye là-dedans, leur carte incrustée là-dedans. Et c'est après, vers 2018, c'est arrivé à Paname. J'ai fait, waouh, ils vont trop loin. Des enfants, ils avaient tout le portable. Qu'est-ce qu'ils font C'était fou, quoi. Moryan? Non, moi, en tout cas, je suis très inspiré par Manu. Vraiment, ton parcours. Je suis vraiment très inspiré, sincèrement. Notamment sur le parcours coaching. Ouais. Non, pas que sur le parcours coaching. Au-delà de ça. Attends. Musique, préparation mentale. Il écrit des livres. Radio, télé. Non, franchement. Surtout l'enchaînement. L'enchaînement. Tu vois, il fait le processus multifonction. Pour passer d'une fonction, d'un métier à l'autre. Ton expérience est riche et franchement, je m'en inspire. Parce que c'est pas tout le monde qui peut le faire. C'est pas tout le monde qui a cette force-là. C'est sûr. C'est du travail aussi. Il n'est pas arrivé comme ça à mon Paris FM. Et non, vraiment, félicitations pour ton parcours et c'est très inspirant. Merci. Pour ce qui est des instances pour les JO, est-ce que tu penses que tout est fait de la meilleure des manières concernant les athlètes? C'est-à-dire concernant déjà l'encadrement, concernant la manière dont les athlètes sont entre guillemets la prise en charge, sont traités. Voilà. Traités. Il faut dire les termes. Oui, parce que comment ils sont traités. Voilà, parce qu'il y a quelque chose un peu qui m'a dérangé. Bon, ça va faire un peu sujet à polémique, mais bon, voilà. On discute. Teddy Riner s'est plaint très récemment de ne pas pouvoir avoir de place pour sa famille. Il ne peut en avoir que deux. Ouais. On parle de Teddy Riner. Ouais. Voilà. Je pense qu'il n'est plus à présenter aujourd'hui. Multimédaillé, surmédaillé français, sur un fleuron donc du sport français, le judo. Ouais. De quoi on parle en fait? Ouais, je vois. On parle d'un mec qui a sa place, une place pour son épouse, pour son enfant, c'est tout. On parle de quotas, parce que forcément, il y a des travaux, bon, je la fais courte, hein, il y a des travaux qui ont été faits, qui ont coûté extrêmement cher, n'est-ce pas? Il faut les rembourser. Mais... Si on les rembourse. Ça, c'est encore un autre sujet. Je suis pas financier. Chacun son travail. Après, qui prend ces décisions-là, on ne sait pas. Ouais. Au niveau, en tout cas, de la billetterie, j'en parlais avec un ami en commun qu'on salue, Moussissé. La billetterie, c'est quand même un gros sujet à polémique. Ça va être un coup ici. Hein. C'est quoi ta vision par rapport à ça, c'est comme il disait, c'est un cas qui est très dur à soulever, hein, ça. On sait pas qui prend les décisions, le quota, il y a énormément de monde qui veulent des places, forcément. Et à un moment, il faut mettre, comme on dit, il faut mettre la main à la poche. Hein, et après, tu parlais de comment ils sont hébergés, tout ça. Moi, quand tu vois la polémique où ils disent qu'ils vont dormir à deux, les Japonais l'ont fait. Hein. Au Japon, c'était pareil. Pourquoi on se plaint là On vient pas dormir dans un 5 étoiles. Ah non, mais... Ça suffit. Ils sont là dans des lits. On n'a pas parlé dans un igloo. Tu vois, ils sont là. Ils sont là. Strict minimum en fait. Ouais. C'est strict minimum. Bah d'ailleurs, par rapport à ça, je rebondis. Les valeurs olympiques de nos jours. Ouais. Est-ce qu'elles sont pas obsolètes en fait? Un petit peu, forcément. Comme on dit, on a avancé. L'Olympique, c'est un peu, c'est un peu le petit monde du bisounours, quoi. Mais faut faire attention là-dessus parce que les petites nations, elles avancent et la Coupe d'Afrique l'a prouvé. Hein. Les petites nations avancent beaucoup. On croit qu'il y a que les States, la France et compagnie, mais les petites nations bossent et ça avance à grands pas. Et quand on va prendre la claque
petites nations qui ont progressé vachement sans se soucier des trucs. J'ai des places, je dors dans un lit 5 étoiles. Là, on va se dire, ah, on aurait dû s'en soucier avant, quoi. C'est clair. Ouais, ils sont là pour travailler, ça va durer 2 mois. Les mecs, dormez sur votre lit en bois, allez acheter des places pour la MIFA avec tous vos millions et c'est parti. Hein. C'est clair. On va pas polémiquer. Hein. C'est clair. Sortez votre billet, sortez votre carte bleue. On met la main à la poche. Ah ouais, c'est tout. Par contre, j'ai quelques questions qui m'interpellent. Je sais pas si tu as pu voir Manu, notamment comment les athlètes sont traités par rapport à leur environnement, par rapport à comment ils vont. J'ai vu dans les infos qu'il y a des athlètes qui demandent des bourses pour payer les Jeux Olympiques pour qu'on puisse pour qu'ils puissent être aidés pour leurs entraînements, etc. Ouais. Je parlais avec Loïc Akonou, un ancien basketteur aussi, qui m'avait dit la même chose. Et franchement, moi, ça m'a interpellé. Qu'est-ce que tu penses de ça? J'ai pas trop suivi. Dis-nous un peu. J'ai pas trop suivi. En fait, il y a des athlètes français. Ouais. J'ai aussi des athlètes français dans l'athlétisme, par exemple. Beaucoup n'ont pas d'argent pour par rapport aux Jeux Olympiques. Oui. Pour financer, ils sont encore en cours. D'accord. Du coup, ils jalonnent un peu de gauche à droite. Il faut qu'ils sortent de l'argent pour leur personnel trainer. Ouais, ils font des collectes et tout. J'ai vu sur les réseaux. Ouais, j'ai entendu parler de ça. On parle surtout de 2024, quoi, pas dans les années 30, quoi. C'est exactement ça. Qu'est-ce que t'en penses? C'est compliqué, hein. C'est vrai que t'as des, comment on appelle ça? T'as des disparités comme ça qui sont vraiment très criantes et tu te demandes, en fait, est-ce que, ça, on le sait un peu, hein, mais est-ce que ça ne dénote pas, ça pénalise un peu, hein. Face à ça, franchement, c'est très compliqué de vivre ça, tu vois. Tu vas te démêler corps et âme pour histoire de t'entraîner ou faire tes déplacements c'est clair. Pour aller te présenter. Et puis, il y a des mecs qui sont à l'aise, ils sont tout frais financiers et tout. C'est ça. Ça, c'est dur. C'est surtout mettre des positions un peu plus hautes pour certains et d'autres, voilà. Je pense que c'est quelque chose qui... Les fameuses priorisations de discipline. Ouais. Je sais pas, il y a qui derrière, est-ce qu'ils ont des managers, ces gens-là, est-ce qu'ils ont des gens qui s'occupent d'eux, mais c'est des choses qu'il fallait prendre en amont, parce que quand tu vois ça, c'est compliqué, hein. C'est compliqué à vivre, hein. Une fois que tu arrives sur le terrain face à ça, tu te dis, putain, je me serais pas démêlé à faire ça, je serais jamais, ça travaille dans la tête tout au long avant de partir, quoi. C'est clair. Est-ce que j'ai assez pour faire des déplacements, pour me nourrir, pour acheter les sapes qu'il faut, pour emmener toute ma délégation, tout ça, c'est compliqué. Et ça peut influer, parce que sur les performances, sur les performances, bien sûr, ça va influencer, c'est clair. Donc, il faut avoir un sacré mental, du coup, une sacrée force mentale. Et une organisation. Qui dépasse l'entendement limite. Pour ceux qui continuent à travailler, c'est chaud. C'est clair. Et en termes d'aménagement pour les sportifs, qu'est-ce que tu penses de l'aménagement qu'on met autour des athlètes français? Ouais, c'est ce que je disais un peu. Il y en a pareil, il y en a qui seront bien dans. Il y a le comment ça s'appelle? Ils ont appelé ça comment là l'espèce d'usine là où ils vont mettre tous les athlètes là. Oui, le village olympique. Le village olympique, et voilà, c'est un village qui a été construit en 6 mois, notamment. Et puis il y en a qui seront un petit peu mieux, qui seront dans le sud, il y en a qui seront, voilà, c'est au soleil, tranquille, voilà. se dorer la pilule. À ce qui paraît, il y a beaucoup d'ambiance au village olympique. Genre. Ah oui, bon, ça. Mais bon, comme dans toutes les coupes du monde, tout ça, même clairement. Au foot, on s'est jamais trop soucié de ça. On voyait surtout l'équipe de France comment ils étaient installés dans leurs 5 étoiles, mais on savait jamais comment les Péruviens étaient installés ailleurs, quoi. Donc il y a des surprises partout là-dessus, quoi. C'est clair. On arrive déjà à la fin de cet épisode, de ce premier épisode. Pour ceux qui écoutent, est-ce que tu peux me dire comment on fait pour trouver ton livre? Amazon, la Fnac et chez tous les bons libraires, ou sinon directement sur le site Mindset Edition. Voilà. Mindset Edition. Voilà. D'accord. Okay. Donc vous le trouvez facilement sur Instagram, Mindset Edition, et puis vous allez sur le site, on peut le commander, il arrive très vite, en général 48 heures après. 48 heures après. Il en reste encore. Ouais, il en reste encore. Okay. On essaie de pousser le bébé. On essaie sur le premier, on a fait une réédition qui sera disponible le 14 mars. Donc plus de 5000 livres vendus. C'est magnifique. Exceptionnel pour la littérature. Voilà, ça reste quand même quelque chose de bénéfique, sachant que
Il y en a qui en vendent des centaines de mille, mais moi, à mon échelle, je trouve que c'est très bien. Admirable. Et puis sur le deuxième, on doit être sur un chiffre assez correct, et puis on essaie de pousser le truc aussi. Au fur et à mesure. Ouais, voilà. Et tu continues bien sûr ta promo. Ouais, voilà, tout à fait, sur des podcasts, des radios comme ici. Puis après, on va venir sur des conférences et sur des séances dédicaces dans les mois à venir. D'accord. Moi, j'espère qu'on sera invité là. Bah, totalement. Moindre chose quand même. Un mot de la fin, Manu? Bah, à vous d'abord, le mot de la fin. Moi, ça m'a fait plaisir d'être ici, d'échanger enfin. Voilà, on a pu parler de pas mal de choses, des Jeux Olympiques, du basket, de tout ce qui se fait un peu culturellement. Et puis, ça fait plaisir d'avoir une petite soirée comme ça, 1 heure dans la bonne humeur. Et voilà. Toujours. Le meilleur pour tous. Le meilleur pour tous. Le meilleur pour tous. Ce sera le mot de la fin. Voilà. Merci de nous avoir suivis. Merci à mon Paris FM qui nous héberge très chaleureusement. Tu es dans là-bas? Tu nous héberges, t'as dit. J'y suis déjà. Ball & Rise Community, n'oubliez pas de nous suivre sur nos réseaux Snapchat, Ball & Rise, YouTube, Ball & Rise TV, la chaîne, Facebook, Ball & Rise, la page, Ball & Rise official sur Instagram. Merci infiniment. Merci à tous. Ball & Rise Community, Ball & Rise, the future is now. Ciao. Ciao. Yes, messieurs.